¿Quieres saber, mi corazón? Vemos aquí Baños de Medianoche 9, l'émission qui zappe toute seule avec Powell, Spolac, Match Retour, Solers, Carrément Porno, Longuet, commence avec Brigitte, Cheruti, vous me reconnaissez? Juvet, Seid Disco, Nourricier, Le Goncourt à J-3, plus Les Bovry, You Never Saw That Before, wow. Philippe, comment va Jean Quérol? Parce que tu sais pas, on a une chose en commun, c'est qu'il a publié ton premier texte, le défi d'en écrire. Et en 57? C'était en 57? Il a publié mon premier bouquin. Tu me diras, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais enfin bon. Si, c'est bien, ça passe une preuve de bon. goût, oui. Hein? Oui, il était... Il avait du nez. Ouais. Et comment va-t-il, le père Quérol? Je sais pas vu, académicien. Donc, alors, il y a 30 ans, jour pour jour, Mauriac, dans son bloc-notes... Académicien, français. Académicien aussi. Français, oui. Disait qu'un écrivain était né. Oui. Et puis, 30 ans après, je t'ai rencontré, comme ça, un soir, à l'Apocalypse. Il y avait Nab qui lisait un extrait du Cœur absolu. Et sous ton costume 18e, tu avais ton pantalon en tergal gris. Oui. Je trouvais que, je sais pas, ça craignait un peu quand même. Hein. Oui, n'importe quoi. N'importe quoi. Tu regrettes même pas ça. Non. Alors maintenant, tu fais même plus des bouquins de cul, c'est-à-dire que tu fais carrément des romans photos. Tu commandes des bouquins de photos. Oui, c'est pour montrer quelque chose de très important. Ah bon. Et on va, si tu veux... Ah bon, on peut regarder, on hein. va, si tu veux, voir ça ensemble. Bon, on va commencer par la page 122. Voilà. Ça, c'est la nouvelle science, tu vois, que les académiciens anciens ne pouvaient pas prévoir. Oui. Voilà, par exemple, 2 culs photographiés dans les conditions les plus scientifiques qui soient entre les années 1890 et les années 1912. Tu remarques ici le miroir, le petit coup d'œil que se lance cette jeune femme charmante. Et vraiment, là, nous sommes avant la guerre de 14, dans la période où Marcel Proust est en train d'écrire son chef-d'œuvre, La recherche du temps perdu et le temps retrouvé. Mais là, il n'y a pas tellement de texte de Solers, là, pour le moment. Attends, mais nous allons y arriver, n'est-ce pas? Nous commençons par la fin, c'est-à-dire par ce qui ferme le livre, c'est-à-dire 2 culs absolument magnifiques. Ah, c'est magnifique. Qui sont un hommage à tous les morts de 1914-18 et à l'ossuaire de Douaumont. C'est là-dessus que les poilus se branlaient, tu penses? Oui, je pense. Je pense que leur os est conservé dans ce fantasme fondamental. Voilà. Alors là, c'est quand même une ici, nous avons la grande fresque saphique. Il n'y a que des femmes, là. Il n'y a que des femmes. Et là, il faut revenir à Proust, n'est-ce pas? Pourquoi Proust avait-il le sentiment que les femmes étaient en train de se chercher les unes les autres constamment, à tout instant? Vraiment, c'est quelque chose de... Mais c'est très actuel, parce qu'en ce moment, il y a un revival du lesbianisme. Voilà, oui, il faut que le lesbianisme revienne. Ah, mais ça revient très très fort. Oui, il faut absolument... Voilà, j'ai vu une couverture de Spiegel l'autre jour. Ah, voilà, nous y sommes, à cause du sida et tout ça. Ben voilà. Voilà, ici, la pièce montée. Ici à gauche, c'est ça? Tu vois, voilà, la pièce montée. C'est mieux que Charme sur la suite. Ah oui, c'est très beau. Et ici, alors, une sorte de composition, tu vois, les jambes, le cadrage, le triangle en bas, et la pendule en haut, voilà. J'aurais jamais pensé qu'à l'époque, il y avait des trucs pareils. Moi, je le démontre. Si, je m'en doutais un petit peu, mais je suis fier d'apporter la démonstration que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient déjà tout à fait dans le coup. C'était des gars, des cochons. Absolument. C'est coquin. Non, c'est charmant. C'est charmant, oui. Très, très beau livre. Voilà. Et alors là, bon, il est fini. Voilà, c'est le grand, oui, classique. Là, encore de l'acrobatie, plus populaire. Là, on arrive dans la fellation, je suis sûr, là. Attends, voilà. Alors, ici. Important. À mon avis, cette fille est sublime. Ouais. Elle est très moderne, en plus, on dirait du Jean Vel. Mais tu sais, c'était talent. Il faut recommander à toutes les jeunes femmes d'aujourd'hui de bien regarder attentivement et longtemps cette photographie. Pourquoi? Je peux garder le bouquin? Oui, tu le regardes. Tu le gardes et tu le montres au plus. Je montre à ma fiancée. Voilà, tu lui montres. D'abord parce que ce corps est d'une souplesse, d'une élégance merveilleuse. Elle ressemble trait pour trait au premier modèle de Picasso, enfin au deuxième modèle de Picasso, pendant la période cubiste, qui s'appelle les Vaguel, vraiment. Là, on peut penser qu'elle est en train de manger avec une sorte de dévotion le sexe même de Picasso. C'est la même époque. C'est ce que j'appelle le repos du peintre. C'est un très beau livre. Des touches, oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, dis donc, maintenant, alors, le texte est où, là? Parce qu'on est à la page 72. Ah, si. Ah oui. T'as fait combien, là? Attends, t'as quand même fait un petit... T'as fait 44 pages de texte. Eh oui. Tu racontes quoi dans le texte? Le texte présente ça dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce que je dis? Je dis qu'au fond, tout ça, ce sont des photos très gênantes pour moi, noir et blanc. Parce qu'elles représentent un peu les albums de famille qui traînent partout. Ces gens sont nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Est-ce que nos arrière-grands-parents ou nos grands-parents faisaient l'amour? C'est pas évident pour l'imagination des gens. Pour eux, c'est le sexe, c'est eux, ça n'a jamais été la famille. Oui, c'est vrai. On ne pense pas que sa maman a fait... C'est très gênant. Oui, d'autre part, donc, j'ai voulu montrer les images qui correspondent exactement
à la rédaction de La Recherche du temps perdu de Proust. Ouais. Et Proust parle beaucoup d'histoires de bordel, de ce qui se passe en coulisses, notamment des histoires des femmes entre elles. C'est beaucoup mieux que Proust, hein. Moi je peux te le dire tout de suite. Hein. Si on met ces photographies dans, le texte de Proust, ça fait un certain effet. Ouais. Tu sais que les bains-douches appartenaient à Proust. Voilà. Il avait racheté les bains, enfin les bains-douches à l'époque, et il venait voir les jeunes gitons ici l'après-midi. Alors, il y a un autre livre de toi qui sort, mais cette fois c'est plus aux éditions 1900, c'est chez Gallimard. Oui, mais tu vas voir la cohérence du point. Il y a une cohérence, ça s'appelle Philippe Solers, Les surprises de Fragonard. Et alors là, je vais montrer. Alors là, 18e. Alors, là, t'as fait quoi? Là, t'as fait... Ah non, mais là, t'as fait plus de textes quand même. Hein. Oui, t'en as fait un peu partout. C'est très très belle chose. Oui. C'est des détails. Hein. Attends, tu veux que je te montre? Montre-moi. Oui, c'est des détails de tableaux de Fragonard. Tu veux que je te montre où ça se passe? Parce qu'à mon avis, tout ça, c'est la même tradition qu'il ne faut pas... que tu perpétues. D'une part, mais il faut pas craindre de l'appeler française. Hein. Tu vois, voilà. Voilà un tableau. Est-ce que tu vois? Voilà un tableau qui s'appelle La résistance inutile, où on a au lit. Tu vois la cohérence avec les photographies que nous avons montrées. Parce qu'on n'invente pas l'érotisme en 10 ans, 20 ans. Il faut des siècles. Ils n'y arrivent pas. Les Américains n'y arrivent pas. Les Anglais n'y arrivent pas. Voilà le feu aux poudres. Ouais, magnifique. Voilà. Ouais. Et là, tu es sur un chef-d'œuvre. Et je crois que le livre, rien que pour ça, le livre mérite qu'on le... Voilà. Ici, on est sur le détail de la résistance inutile. Ici, l'oreiller. Ici, ici, les jambes. Voilà. Ouais, ça devient et tu vois la sensualité extraordinaire. Très, très beau. Ouais. Alors, dis-moi, mon cher Philippe, est-ce que tu ne penses pas, finalement, que... Comme Olive Einstein était Monsieur Drogue et Jean-Louis Bory, Monsieur PD, aujourd'hui, tu as trouvé un filon, tu es Monsieur Femme, quoi. C'est-à-dire que tu as pris un positionnement marketing, un créneau, c'est les femmes, quoi. Il paraît qu'il y a même une femme de dentiste qui t'a écrit une lettre. Elle a dit il y avait une tempête de neige à l'Alpe d'Huez, j'ai lu Femme et je me suis bien branlé. Ah, qui c'est qui t'a dit ça? Je le sais. Ah, c'est drôle, oui, c'est vrai. C'est vrai? Hein? T'es devenu Monsieur Femme, quoi. Oui. Ça t'embête pas, ça? Non, non, pas du tout. Tiens, je peux te montrer Pas du tout. Une carte postale que j'ai reçue cet après-midi. Ouais. Oui, attends. Tu reçois des... tout le temps, tout le temps. Tiens, regarde comme c'est joli. C'est pas joli, ça. Ah oui, c'est joli comme tout. Conçu sans péché. Ouais, c'est très joli. Je peux lire? Cher ami, notre projet tient toujours, mais les dates restent encore imprécises. J'espère être à Paris en décembre. New York toujours semblable à lui-même. Comment est Paris? Grandes amitiés. Dominique. Oh, c'est charmant. Voilà. C'est bien. Oui. Mais les femmes dureront plus que tout ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? La drogue, PD, tu vois. Oui, je parlais d'Olive Einstein et de Boris. Tu me diras, ils sont plus là pour en parler. Mais... Voilà, d'une part. Et d'autre part, les femmes, c'est plus difficile. Alors moi, j'ai une copine qui a couché avec toi. Oui. Et qui m'a dit Solers. Ah, attends, précisons d'abord les choses. Qui m'a dit Solers. Vas-y de ton commentaire, après on verra si c'est vrai. Qui m'a dit non, c'est sûr que c'est vrai. Elle t'a dit c'est un bon coup. Qui m'a dit Solers. Elle m'a dit Solers, c'est pas aussi bien. Que toi? Non, elle m'a pas dit ça. Non, moi je suis si, c'est normal. Je suis un prêtre ouvrier. Mais elle m'a dit Solers, c'est quand même pas aussi bien que dans les bouquins. Précise qui c'est. Non, tu veux. Mais non, enfin, je veux dire, je veux pas te préciser qui c'est. Bon, c'était pour te faire plaisir. Tu penses? Oui. Tu penses que t'es aussi bien que dans tes bouquins? Oh, ouais, mieux. Et alors, à l'époque du sida, comment tu fais, toi? Tu utilises des préservatifs? Non, mais explique-moi. Le sida est très peu répandu par les femmes, tu sais. Hein. Donc tu ne prends pas de précautions particulières? Je fais un petit peu attention aux femmes que je fréquente. Enfin, c'est-à-dire j'évite les femmes qui auraient tendance à être un peu bisexuelles. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire qui auraient tendance à aimer les bisexuels. Voilà, c'est ça. Mais sinon, tu ne prends pas tellement de précautions. Mais en gros, ça ne me demande pas beaucoup d'efforts parce qu'une femme qui aimerait plutôt les transmetteurs de sida, c'est pas vraiment ce bien dans ma région. C'est pas ton style? Non, plutôt les lesbiennes. Ah, t'aimes bien les lesbiennes? Oh, beaucoup. Ah bon? Oui, comment tu ris comme ça? Non, parce que tu me fais rire. Je suis comme tous les artistes. Parce que tu me fais rire. Et alors, Baudelaire, Picasso, donc à l'époque du sida, tu penses que le libertinage n'a rien à craindre, quoi? Plus que jamais. Ah bon? Tu penses que ça fait de l'air? C'est à fond le... Il y a une population qui usurpait un petit peu la place du libertinage, qui est assez en difficulté. Ouais. Ah non, plus il y a de sida, mieux ça vaut pour moi. Mais dis donc alors, est-ce que, ce sera ma dernière question. Je t'en prie. Est-ce qu'en vieillissant, tu as moins de... Je veux dire, est-ce que tu sens un... Je sais pas... Bah oui, tu vois ce que je veux dire? Non. Non, plus ça c'est... Non. Non, c'est pas une question de performance, hein. C'est une question d'utilisation, fonctionnalité esthétique. Non, je pense. De toute façon, la performance sexuelle n'est pas importante. Ce qui compte, c'est
c'est la certitude d'arriver exactement au point qu'on veut, exactement quand on veut. Et tu y arrives? Écoute, lis mon prochain roman, tu verras. À la tienne. Gérard Longuet, bonsoir. Merci d'être au bain avec nous. Tu viens souvent? Eh bien, j'ai failli venir une fois avec Anémone. Bien. Alors, tu sais, ce qu'on vient de voir, c'est... Et puis, j'ai décidé d'être sérieux et j'avais un dîner officiel. Je suis allé au dîner officiel. Très bien. On vient de voir Mélande Fouzeau qui chante des airs de Farinello, qui était le plus grand castrat du XVIIIe siècle. Tant mieux pour lui. Parce et alors, il était à la cour du roi d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, Philippe V, qui s'ennuyait, qui avait le mal du pays. Et donc, Farinello allait lui chanter ce genre de chanson. Et je pense pas que ça lui remonte vraiment le moral. Non, je pense pas non plus. Alors, à côté de toi, Michael Delmar, qui va t'interviewer tout à l'heure à partir de ton thème astral. Éric Bergère, qui a dessiné un des costumes de Postier qu'on verra tout à l'heure. Florence Belkacem, Lee Bovary, bonsoir. Et Roberta Claus, qui est la plus belle fille de Rio de Janeiro. Et qu'on voit en ce moment dans un film qui s'appelle « Si tu vas à Rio, tu meurs ». Lee, how could you... Lee, c'est quoi ton job? Precise your job. Oh, it's a bit tricky. I don't know. I started off in design. J'ai commencé dans le design et maintenant, je pense qu'on peut dire que je suis un performeur. You're a performer. Yes. And Gérard was very eager to know. Gérard voulait savoir si les ampoules s'allumaient. I've only got an English plug on it. Mais ouais, mais j'ai pas les prises anglaises. Oui, j'ai pas les prises anglaises. Alors, Gérard, en 1979, j'ai découvert que tu étais administrateur de TF1. C'est vrai. C'est vrai. Et tu avais fait une proposition absolument Elsa Popinesque. Tu voulais, moi je trouve ça insensé, tu voulais que on note les émissions. C'est-à-dire qu'on note les variétés. Moi? Oui, toi. Non, sûrement pas. Ah bah c'est ce qu'il y avait marqué dans le journal. Non, ça c'est une erreur parce que j'ai toujours été mauvais en classe. Ouais. Je n'ai jamais accepté d'être jugé et je n'ai pas envie de juger les autres. Enfin, j'ai lu que tu voulais qu'on note les variétés, le sport, les dramatiques. C'est pas vrai. Non, non. Par contre, tu voulais quand même mettre le grand journal à 19h pour faire plaisir à la France profonde. On peut effectivement changer certaines heures, oui. Tu voulais le journal régional à 18h30 et le grand journal à 19h. J'ai dit ça à un moment, ça c'est vrai. Tu as dit ça. Est-ce que tu es toujours partisan de ça? Les gens choisissent, avec 6 chaînes, ils choisissent ce qu'ils veulent maintenant. Alors justement, à l'époque, tu t'insurgeais un petit peu contre la dictature des sondages en disant que finalement, il n'y avait aucune raison qu'on s'en tienne qu'à l'audience et au sondage et que ça amenait à faire des émissions moyennes.
Alors, est-ce que finalement, avec ton copain Léotard et ton autre copain Madeleine, est-ce qu'en privatisant la télé, enfin TF1, et en permettant l'apparition de nouvelles chaînes commerciales, vous ne nous avez pas conduit directement dans cette dictature des sondages? Dans un premier temps, je crois, oui. Je crois que dans un premier temps, toutes les chaînes veulent faire la même chose, et elles sont en compétition, et elles se battent pour avoir le même public. Et puis elles vont s'apercevoir qu'il vaut mieux avoir un public qui aime une émission, avoir moins de gens, mais qui s'intéressent à cette émission, qui constitue un public fidèle, et aller vers une clientèle spécialisée. Au fond, c'est comme dans un kiosque de journaux. Dans un kiosque de journaux, il y a des centaines de titres, chacun y trouve son compte, et c'est la diversité qui fait la solidité d'une entreprise. Si on veut faire du Guilux pour tout le monde, ça sera mauvais partout. Il n'y aura pas assez de gens pour regarder tous les Guilux qu'il y aura. Ça sera mauvais Donc partout. tu penses qu'on va aller vers des émissions plus ciblées? Oui. La preuve? Oui, la preuve, Mad Minuit. Voilà. Dès l'âge de 18 ans, vous avez milité dans les rangs de l'extrême droite au sein du mouvement Occident. Alors, que diriez-vous aujourd'hui à un jeune qui milite au Front National? Ça sert à rien. Que j'ai déjà essayé et que ça mène nulle part. Ça mène à être ministre quand même. À condition d'en sortir. Ah, très bien, bonne réponse. Alors venons-en au téléphone et au Minitel. Vous avez... Tous les partis politiques ont décidé de surtaxer les Minitel roses de 33%. Et on s'est aperçu que les partis politiques avaient eux aussi des Minitel roses. Alors est-ce que le PR a un Minitel rose? Alors, deux réponses, Thierry. Premièrement, tous les partis politiques ne sont pas pour surtaxer les Minitel. Mais je crois que tout le monde peut se poser la question de savoir, il y a les excès, est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver des solutions? Je crois que là, tout le monde peut être d'accord. Deuxièmement, quand vous ouvrez une messagerie, c'est exactement comme un patron de bistrot qui ouvre son bistrot, ou même comme un maire dans une grande ville qui crée un square. Ouais. Vous ne savez pas quelle sera votre clientèle. Évidemment, si vous avez un bistrot avec marqué, je sais pas moi, la porno-buvette, le gay-bar ou la porno-buvette, vous aurez plutôt une clientèle plutôt qu'une autre. Ouais. Mais si vous avez, je sais pas moi, au rendez-vous des amis, et puis que tous les amis qui viennent se rencontrer pour se piquer à grands coups de cocaïne ou d'héroïne, évidemment c'est un peu gênant. C'est pas forcément vous qui l'avez choisi, et vous pouvez pas toujours sortir vos clients. Et dans les messageries, j'attire l'attention sur le fait que quand une messagerie est ouverte, tout le monde y a accès. Chaque fois que vous décrochez votre téléphone, votre Minitel, vous payez. Vous ne pouvez pas en permanence, heureusement d'ailleurs, contrôler les messages. Et chaque messagerie a le risque, un jour ou l'autre, d'être squattérisée par des gens qui font des trucs que la morale réprouve. Il paraît que sur les messageries des partis politiques... J'ai vu ça dans l'IB. Mais oui, moi aussi je l'ai vu dans l'IB. Celle du RPR, il paraît qu'il y a moins de police que sur les autres. Il paraît qu'ils ont fait l'essai sur les autres messageries quand toutes les histoires de putes et de mineurs sont sauvagement chassées. Alors que parce que moi je vais faire le coup. À 10h du matin, j'appelle la messagerie, je ne sais pas moi, de l'évêché de Paris. Par exemple. Et puis je dis, je sais pas moi, jeune homme cherche... pardon. Voilà, bon, et puis à 6h du soir, j'appelle la même messagerie et je dis, voyez, il y a un message scandaleux. Qui a posé le message? Est-ce que c'est pas le journaliste de l'IB qui a téléphoné par hasard? On ne peut pas le savoir, on ne saura jamais. Monsieur Longuet, vous êtes ministre des PTT et comme par hasard, une firme de télécommunications nord-américaine va s'installer dans la Meuse, département dont vous êtes l'élu. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu culotté de votre part de demander comme ça à une firme de télécommunications de venir s'installer dans votre propre département? Je reconnais que c'est un petit peu culotté. Oui, vous ne trouvez pas que ça fait un peu clientélisme? Comme sous la Troisième République, il y avait des ministres qui demandaient de faire arriver le chemin de fer dans la circonscription. Mais je ne connais pas de ministre des PTT qui n'ait pas fait la même chose. Et ma seule différence, et peut-être mon seul honneur, c'est que cette entreprise ne doit rien au PTT. Je ne lui achète rien. Mon administration ne lui commande rien. J'ai eu un contact, je l'ai exploité à fond. Mais je reconnais que c'est un peu culotté. Et pour un libéral, ça fait un petit peu rétro, non? Un libéral a le droit d'avoir des amis. Gérard, est-ce que tu as changé depuis que tu es ministre? Oui. En quoi? Ça va te faire rire, mais plus de modestie. Ouais. Je me rends mieux compte de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et je me dis que les choses possibles sont en nombre limité, qu'il faut les faire absolument. Et que celles qu'on ne peut pas faire, il faut les laisser tomber. Parce que la vie est courte et que les possibilités d'intervention sont restreintes. Tu es sensible au train de vie d'un ministre, les voitures avec chauffeur, les portes qui s'ouvrent devant vous, les gens qui vous servent à table? Si je te disais non, ça ferait hypocrite. Oui. Je crois surtout qu'il y a des commodités fantastiques. Oh, excusez-moi. Il y a des commodités fantastiques, mais elles sont la contrepartie d'un emploi du temps où on n'a aucune liberté. Et d'une certaine façon, moi je préférerais de temps en temps ne pas avoir de chauffeur, d'escorte et ainsi de suite, et avoir le temps de perdre du temps. Marcher dans la rue, rentrer dans une boutique, rentrer chez un libraire, demander le prix d'un vêtement, enfin faire des choses naturelles. Et j'ai plus le temps de faire ça, et ça me manque beaucoup. Et d'un certain côté, je m'en réjouis parce que je me dis, au moins, le jour où je ne suis plus ministre, je retrouve
une liberté fantastique que j'ai perdue depuis 18 mois. Mais La liberté d'aller au bain-douche tranquillement. t'es bien là. Oui, avec Florence Belkacem, si elle m'invite. Et quand Léotard sera président, tu veux être quoi? Je parle pas de cette Ah, fois. alors là, c'est tout à fait différent. Je parle de la prochaine fois. S'il était président, j'aurais très envie d'avoir un rôle très utile. C'est-à-dire d'aider à ce que ce soit bien et que ça marche bien, et quel que soit le rôle d'ailleurs. Mais alors là, vraiment, j'ai envie de m'impliquer. Je te vois bien à Ça me l'intérieur, rend- moi. Ouais, pourquoi Ça te pas. plairait l'intérieur? N'importe, n'importe. On peut être utile partout. Alors Gérard, une des choses dont tu t'es occupé, entre autres, depuis que tu es ministre des PTT, c'est le look des postiers. Alors pour voir d'où ça vient, le look des postiers, on va regarder un extrait de Jour de fête que tout le monde vient de voir ce soir sur Canal+. Et on va voir comment étaient les postiers il y a quoi? Il y a 20 ou 25 ans, je sais C'est pas. un peu plus vieux. C'est là. un peu plus Ouais, vieux? Ça doit être des années 50, jour de fête. Grand chef-d'œuvre. Alors, les postiers au bain-douche, c'est bien. Je vais pas te demander de choisir parce que c'est pas toi qui vas choisir de toute façon. Non, non, non. On a lancé une très grande consultation à travers d'abord nos clients, c'est-à-dire que la presse, il y a toute une partie de la presse régionale, de la presse télé en particulier, qui vont diffuser ces images. Et par Minitel, les clients pourront s'exprimer. J'ai lancé une consultation au sein du personnel et nous allons exposer les meilleurs projets au Salon des artistes décorateurs. Et là, il y aura des visites de professionnels. On va faire brasser un peu les idées, quoi. Lee Bovary, what do you think of the new look for French postmen? Well, are all the costumes, are all the uniforms different versions of Yeah, it? different versions. I see. It's a contest. Oh, I see. So, I don't know. I think I like, I think it's Eric's. I think I like it the best. I don't know, I especially like the colours. Yellow's my favourite colour. You think they should be dressed yellow? Oh yes, definitely. I think Definitely. it's such a good colour. They could be dressed like you, no? Maybe. I should have entered the competition. Yeah. It's time, non? C'est fini la compétition? La compétition est finie, enfin, oui, oui. Il peut pas. Il n'est pas... Il peut pas. Non, mais il aurait tout à fait sa place Pour l'EDF, dans l'opéra. Dans l'EDF, exactement. Dans l'EDF. Pour relever les compteurs. Pour relever les compteurs, il serait parfait. You know, for tax meter, for meters. Oh, I see. Oh, that electric- power, you know. Oh, that would be electric very power, maybe good. you should. Alors, Eric Berger, c'est toi qui as dit en postier. Oui. Mais d'habitude, tu travailles pas pour Hermès plutôt, non? C'est-à-dire que j'ai un contrat en freelance pour Hermès, donc Ouais. ça me permet maintenant de travailler sur plusieurs projets avec différents clients. Et j'étais passionné par celui-là parce que j'ai toujours aimé les uniformes. J'en ai dessiné quand j'étais chez Hermès pour des compagnies aériennes et d'autres raisons. Ah ouais. Et j'ai toujours aimé beaucoup l'idée de l'uniforme, aussi bien l'uniforme ecclésiastique que l'uniforme de tous les pays du monde. Je reste toujours très attentif à l'uniforme à travers le monde. Et je trouve qu'en France, les uniformes ressemblent trop à de la mode. Et j'aime bien l'idée de l'uniforme qui reste un uniforme. Alors maintenant, on va voir un clip de Yellow qui s'appelle Rhythm Divine et où il y a Shirley Bassey qui chante. Tu connais Shirley Bassey quand même? Il y a- Ah. You know that my tears have kept me awake. The longer you're gone, I'll hunger and shake. From Warsaw to Rome, I'll wait.
Gérard, maintenant, dernier épisode de l'interview, l'Astroview avec le mage. Alors méfie-toi parce qu'il a prévu à Juquin qu'il ne serait jamais président et à Le Canuet qu'il allait être ministre. Alors, mage, tu as étudié à partir de l'heure, de la date, du lieu de naissance, le thème astral de Gérard Longuet. Je t'en prie. Juquin et Le Canuet, ils font tout pour être effectivement ce que le mage a dit qu'ils seront. Voilà. L'un jamais président, l'autre toujours ministre. Ouais, les amours, mage, c'est vachement important, les Oui, amours. c'est très important pour vous, d'autant plus. Je pense que vous êtes très sentimental, très dispersé, et Aïe. une légère confusion. Enfin, qu'est-ce que tu entends entre par là, amour et dispersé? amitié. Je veux dire, beaucoup très sensible à la sollicitation visuelle, par exemple. Le lion est très sensible à l'aspect physique, au Mais charme. il a expliqué qu'il avait plus le temps tout à l'heure. On n'a plus le temps quand on est ministre de regarder. rêver, quand même. On a le droit de rêver. Ah oui, rêver, d'accord, on a le droit de rêver. On Oui, peut d'accord, s'échapper, on peut échapper au quotidien par le rêve. oui. Mais le couple Longuet va tenir ou pas? Moi, je pense que le couple Longuet affronte actuellement et affrontera en 91 des petites crises. Vous venez d'avoir un 4e enfant quand même, là, non? Oui. Donc apparemment, Enfin, quand même... ça ne veut rien dire. Un Ah enfant bon. peut au contraire fournir le prétexte d'une crise dans le couple. Ah bon. Gérard, sans trahir de secret, s'il a raison là ou non? Il est toujours agréable d'entendre parler de soi. Mais en général, il ne se C'est en trompe pas général beaucoup. utile. Il se trompe pas Car beaucoup. même si c'est pas exact, c'est l'occasion de se De réfléchir. réfléchir. Tu auras une discussion avec Brigitte en rentrant tout à l'heure? Avec moi-même d'abord. En lui disant, j'ai vu le Avec mage, moi-même. tu sais, Avec il moi-même. paraît qu'on est en train d'enfronter une crise. Non, j'ai dit en ce moment ou en 91. Ah, et comment tu peux ne pas être sûr? Parce qu'entre maintenant et 80 ans, il va se passer du temps quand même. Oui, mais enfin, ça peut être retardé. Ah bon? Oui, on peut repousser quand on est très occupé par d'autres objectifs, on peut repousser la résolution d'une crise personnelle. Très bien. On peut penser, Merci, mage. Alors maintenant, on va voir ce que fait le frère de notre ami Éric Bergère, parce que lui, il dessine des costumes de postier ou des collections pour Hermès. Son frère s'appelle Sylvain Bergère, et il passe ses nuits dans les boîtes de nuit, en train de faire des photos pour Bain de Minuit, qui sont vraiment chouettes, et ça s'appelle Album, et nous, on l'appelle Sylvain Bergère, en fait. Mais il est français. Album Sylvain Bergère au Bataclan, boulevard Voltaire, avec Zoupsi Comédie, 85 costumes réalisés par Christian Lacrousse et Sylvie Skinasi. Soirée psyché au flashback rue des 4 Vents, c'est un lundi sur deux. Les années 70 sont de retour. Et toujours le Balageau rue de Lappe, on peut rentrer avec sa carte vermeille. Les bains avec Morena et Farid. Les Vaduluc Grumbach-Schall. Morena Again. Le ventre de l'architecte et l'architecte avec sa fille. Et les chouchous de la semaine. Alors Roberta, comment tu trouves Paris? Ah, bien. Ça te plaît? C'est beaucoup froid, mais c'est joli. C'est magnifique. Tu vas aller voir la Tour Eiffel, La Tour Eiffel, le Montparnasse, Le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, Notre-Dame, Notre-Dame, Champs-Élysées. Champs-Élysées et les bains-douches. Eh oui. Et alors tu viens pour faire la promotion d'un film qui s'appelle Oui. Si tu vas à Rio, tu meurs. Et Tu joues dedans. avec Aldo Machon, je joue. C'est fantastique, c'est un comique. C'est mes premiers films à Paris. Mais au Brésil, t'es une star énorme, non? Ah oui, je fais beaucoup de films au Brésil. T'as fait combien de films au Brésil? À 3. 3. Et ça, c'est ton premier film en France. Ah oui, Et ça t'a plu? Tu vas Oui. continuer? beaucoup. Alors dis donc, il y a un problème, c'est que moi, je te trouve très très jolie. Et puis il y a des gens qui me disent que tu serais pas vraiment une fille, que tu serais peut-être un garçon. C'est vrai? C'est pas. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Oui, c'est pas vrai. T'es une vraie le fille. film que j'ai fait jouer, Ouais. en papier d'un travesti, le film. Tu joues le rôle d'un travesti, mais t'es une vraie fille. Oui, oui. C'est sûr. Regarde-moi. Mais je sais pas, là, tu vois, c'est un peu difficile quand même devant les caméras. Oui. Parce qu'Emmanuel, il m'a dit que t'étais un garçon. Elle dit, Ouais. il connaît bien moi, non? Il te connaît bien? Oui. Tu crois qu'on peut... Il est sûr, Emmanuel, que t'es une fille? Oui. Mais c'est pas grave si t'es un garçon. Ah, pas de problème. Parce que t'es Paris, très jolie. c'est tout possible, non? Tout est possible à Paris. Surtout que les Brésiliennes à Paris, souvent, c'est des garçons. Ah oui. Tu veux pas me jurer que t'es une fille? Oui. Peut-être. Pourquoi tu veux pas le dire que t'es un garçon? C'est pas pour le film là, que j'ai joué là.
des papiers de Julia, qui c'était la fille que j'ai joué le film. Mais... Dans le film, tu joues le rôle d'un travesti. Ah oui. Et pourquoi ça te gêne de dire que tu es un garçon travesti en fille? Quel est le Pourquoi problème? je me sens comme une femme, c'est pas comme un travesti. Pour moi, j'ai oublié ça de ma tête. Tu es devenue une vraie femme maintenant. Ah oui. Il y a combien de temps que tu es devenue une vraie femme? C'est un petit enfant, je me changeais de... Quand tu étais sexe. petit, déjà, Ah oui. à quel âge tu as changé de sexe? 14. À 14 ans? Oui. Et quel âge tu as maintenant? 23. 23. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 9 ans que tu es devenue une fille. Hein? Il y a 9 ans Oui. que tu es devenue une vraie fille. Ah oui. Et maintenant, tu as oublié l'époque où tu étais un garçon. J'ai oublié tout. Tu as oublié tout. Tout. Et les garçons qui font l'amour avec toi, ils se rendent compte que tu es un garçon, un ancien garçon, ou ils croient que tu es une Non, fille? elle dit que je suis une belle fille, que pour lui, pas de problème. C'est Mais quand la on te voit même comme ça, il n'y a chose. aucun problème. Hein. Ah oui, pas de problème, c'est meilleur pour que c'est deux sexes. Ah, il y a des gens qui aiment bien les deux sexes à la fois. Oui, Ah bon. C'est leur plaît aux garçons, ça. oui. Et tu sais qu'en France, on n'a pas l'habitude de ça. Ah oui? Au Brésil, c'est courant. Oui, c'est Les normal. transsexuels. Oui, c'est normal. Mais en France, c'est très rare. C'est un pays très chaud, non? Ouais. C'est différent de la France. Mais il y en a beaucoup de belles travestis à la France aussi, non? Pas vraiment, non. 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 C'est souvent des Brésiliennes en France qui sont des beaux Je travestis. connais pas, mais je pense connaître. Et moi, je te trouve super. Hein. Merci. Je crois peut-être que pour la première fois de ma vie, je vais craquer. Tu crois que c'est possible? Tu crois qu'on peut... Mais j'ai vu une ici avant, Ouais. le studio, Ouais. une chinoise, Ouais. qu'elle a parlé avec moi, qu'elle a fait l'opération, qui maintenant elle est tranquille. Tu as fait une opération, toi? Non. Ah, tu n'as pas fait d'opération? Non. Tu as toujours un sexe de garçon? Oui. Ah, quelle chance! J'ai Oui. jamais essayé. Hein? J'ai jamais essayé. Oui, C'est bien? c'est bien. Bon, on va essayer alors. Je Ah, peux te faire oui. un bisou? Ah oui. Merci. Louis Pauwels, bonsoir. Michel Pollack, bonsoir. Bonsoir. Alors le 10 octobre, lorsque j'ai ouvert le Figaro Magazine et que je vous ai vus tous les deux dialoguer, droit de dialogue, ça s'appelait, j'étais absolument sidéré. Je suis peut-être naïf, je sais pas. Enfin pour moi, c'est vraiment un des plus grands scoops de la rentrée. Alors je n'ai eu de cesse depuis que de vous réunir tous les deux ici. Et la première question que je vais vous poser, c'est finalement quelles ont été les réactions dans votre entourage? Est-ce qu'on vous l'a beaucoup reproché? Il y a les raisons d'abord. Je l'ai dit, on se connaissait depuis très très longtemps. Moi, je ne fréquentais pas l'émission de Michel, par volonté d'ailleurs. Il m'engueulait souvent d'ailleurs. Puis quand il a eu dans son émission supprimée, j'ai pensé qu'il était temps de se revoir. J'ai tout simple. Enfin, mon désir qu'on dialogue était d'une extrême simplicité. Tu as reçu beaucoup de lettres quand même. J'ai reçu, alors pour répondre à ta question, j'ai reçu beaucoup de lettres, dont une majorité de lettres d'engueulade. Bien. C'est invraisemblable, comment pouvez-vous recevoir un homme comme ça, de surcroît chez vous, le tutoyer, lui faire de la publicité, publier des photos de lui. Enfin, c'est inadmissible, je ne vous lirai plus. Abonné de père en fils depuis la Genèse au Figaro, je ne lirai plus le Figaro Magazine. Et voilà pourquoi je l'ai fait. Il a perdu les lecteurs. Et toi, je ne crois pas. toi, alors, mais je parce dois dire que j'ai reçu par contre, et j'ai été agréablement surpris, un certain nombre de lettres au contraire de félicitations. Bah, moi, je te félicite en tous les cas. Alors, dans l'événement du jeudi, chaque fois, dans le petit chapeau qui est sûrement fait par la rédaction, on dit toujours à Pollack qu'il faut encore la pute de Pauwels. Alors, toi, tu as dû te faire engueuler aussi. Je n'ai pas reçu un seul compliment, je dois dire. J'ai reçu des lettres Je te d'engueulade. félicite aussi. Ça fera un. Et, mais je regrette rien, c'est-à-dire que pour moi, il y a une nécessité impérieuse à notre époque, c'est de dialoguer et d'espérer que chacun pourra changer. Il faut le penser de soi-même d'ailleurs, mais il faut l'espérer de l'autre. Et que pourquoi serions-nous tous figés pour le reste de nos jours dans les rôles que nous jouons? Le seul regret que j'ai, et c'est vrai que les amis qui me l'ont reproché ont peut-être raison, c'est que nous avons décidé de faire ce dialogue sur le thème est-ce que nous ressemblons à l'image que nous donnons Voilà, de nous-mêmes. justement. Voilà. Alors j'ai laissé de côté la politique, c'est-à-dire... Venons-en à l'image.
vous plaignez tous les deux dans cette interview finalement d'avoir une image qui n'est pas en adéquation parfaite avec ce que vous êtes. Et quand on vous connaît un petit peu, je pense que c'est vrai. Alors commençons par toi, Louis. Tu as l'image comme ça, un peu facho, le sida mental, alors que quand Huyghe fait la soft idéologie, personne ne lui en veut. Finalement, le sida mental, c'est une façon un peu hard de dire soft idéologie. Finkielkraut dans La défaite de la pensée ou Bernard-Henri Lévy dans L'éloge des intellectuels, moi je pense qu'ils disent pas des choses très loin de toi. Alors, ton image comme ça, un peu dure, un peu... C'est-à-dire que ce qu'on écrit en 3 pages et ce qu'on écrit en 300 pages n'a pas du tout le même impact. Et puis ce qu'on écrit pour 3 millions de lecteurs ou ce qu'on écrit pour 10 000 ou 20 000 à travers un livre dans un autre langage ne passe pas de la même façon. Je parle du sida mental, c'est une des choses dans ma carrière. Mais que j'ai un peu regretté d'ailleurs, parce que lorsqu'on est tout seul, qu'on s'excite sur des formules... Tu aurais dit soft idéologie, ça oui, serait très bien. Oui, mais personne n'aurait compris. Oui, tout le monde a compris. Donc je ne regrette pas, mais il est vrai que nous avons toujours une image qui nous est faite d'ailleurs par les confrères des autres médias, qui ne ressemble pas à notre réalité. Je pense que pour Michel, c'est la même chose. Alors Michel, toi tu as l'image, et il y a une très belle phrase dans votre entretien à tous les deux, c'est que tu dis « j'ai une image un peu fouille-merde, un peu fouille-dossier ». Et en fait, et quand on sait ce que tu as fait avant, ce à quoi tu t'es intéressé, tu dis « je suis plus intéressé par la mort que par le prix des cercueils ». Et finalement, tu as l'air d'être un peu soulagé du fait que cette émission sur TF1 soit arrêtée, parce que d'un seul coup, tu vas revenir à des choses qui t'intéressent plus. Je me trompe? Non, il ne faut pas dire qu'il m'intéresse plus. Il y a, je crois, et je crois que c'est important, à ne pas faire des choix en disant, bon, il y a la vie intérieure, le reste, ça compte pas. Non, pour moi, il y a les deux. La vie intérieure, la vie extérieure, les deux sont liés. Et donc, il y a des faits de société que je ne peux pas gommer. C'est-à-dire cet entretien qui a été pris par mes amis, comme au fond, maintenant j'en ai marre, la politique, l'engagement, tout ça. Je ne peux pas séparer l'ensemble. Simplement, il y avait aussi une importance pour moi à donner à la vie intérieure. Et j'ai voulu dire, bon, bah maintenant, je vais revenir. Je vais mettre en avant ce qui me préoccupe quand je suis seul à seul. Mais ça ne veut pas dire que je donne tout d'un coup quitus à Louis Pauwels de ce que je lui reprochais dans le passé. Ça peut être le sujet d'une autre émission. Voilà. Mais ça, il le disait dans le livre, alors que là, je ne l'ai peut-être pas assez dit dans l'entretien. Alors, moi, il y a une chose, il y a 2 points, à mon sens, sur lesquels vous vous rejoignez tous les deux. Le premier, c'est foutre le bordel. Parce que finalement, Louis, après 30 ans... Pardon, oui, non, mais c'est vrai, après 30 ans d'idéologie dominante de la gauche, tu t'es attaqué comme ça, à ça, et tu as dit, il faut arrêter, c'est pas parce qu'on est de droite qu'on est idiot. Oui, parce que j'en souffre depuis 1945. Ouais. Et que cette domination intellectuelle de la gauche m'a été insupportable toute ma vie. Et que lorsque j'ai eu l'occasion, évidemment, d'introduire toute autre chose ou une contre-idéologie, je l'ai fait avec enthousiasme pour me libérer. Et toi, c'est pareil finalement, parce que tu as souffert de 25 ans de télé de droite, et quand tu as eu une émission le samedi soir à la télé, tu as aussi foutu le bordel. Donc là, même là-dessus, vous vous rejoignez. Oui, mais là, il y a un point quand même où je ne rejoins pas Louis Pauwels, c'est que je suis d'accord avec lui qui avait, dans un certain snobisme de l'idéologie de gauche, ça faisait bien d'être sartrien ou marxiste. Bon, c'est un snobisme que je n'ai pas eu d'ailleurs, pour ça que je voyais Louis Pauwels plutôt que... cela. Mais je ne crois pas qu'il y avait une domination de l'idéologie de gauche dans la société française. Je crois que ça concernait, mais non, Saint-Germain-des-Prés. Ça concernait les gens qui font les journaux. Mais ça concernait 2-3 journaux. La domination que pouvait ressentir un garçon qui se destinait à l'écriture. Alors là, oui. Dans les milieux intellectuels, je parle pour moi. Voilà. Dans le milieu intellectuel, la domination était complète. Oui, mais dans la France profonde, il y avait encore un conservatisme qui n'était pas touché par ça. Mais par contre, là où je pense que la réaction, que Louis Pauwels s'est fichu un bordel dans la gauche, c'est amusant. Ouais. Mais qu'il ait laissé s'infiltrer des idées tout à fait antidémocratiques et même parfois fascisantes, ça, j'ai pas eu le temps de lui dire dans l'entretien, mais je tiens quand même à lui dire ce soir, je pense qu'il a une responsabilité dans la montée de Le Pen en France. Oui, mais je le dis, parce qu'il y a eu, par exemple, ces attaques contre la Révolution française, et c'est Figaro Magazine qui l'a lancé, Thierry Ardisson est ravi. On en a pour très longtemps. Mais c'est une autre émission qu'il faudrait faire ensemble. Et là, contre la Révolution française, il est évident qu'en relisant Taine, tu vois, c'est pas récent, ou en lisant Furet, ou même en lisant Le Roi Ladurie,
j'ai pensé qu'il était tout à fait justifié de se livrer à un certain nombre de révisions des conceptions de la Révolution française. Non, là, je suis bien d'accord. Robespierre ne m'a jamais enthousiasmé, voilà. Je l'ai toujours dit. Alors, il manquait trop d'humour à mes yeux. Mais c'est pas seulement la révision de la Révolution française. C'est les gens qui sont dans l'entretien que nous avons eu. Bon, à un moment donné, je dis, je tiens à préciser que je suis démocrate et que je prendrai les armes s'il le faut pour la démocratie. Et Louis m'a dit, moi aussi. Alors, ça fait beaucoup rire Bernard Franck dans Le Monde. Ils ont trouvé que c'était un dialogue, je sais pas, à la Bouvard et Pécuchet. Mais non, dans le Figaro Magazine, ça me paraissait avoir une certaine importance parce qu'on peut penser que Louis Pauwels avait abandonné la démocratie ou que son journal ne jouait plus le jeu de la démocratie. Alors, maintenant, là on en est aux choses. Attendez, là on en est aux choses qui vous rapprochent. La première chose, j'ai dit, c'est foutre le bordel, c'est évident. La deuxième chose, c'est que vous êtes quand même, et c'est pas nouveau, préoccupé par des choses importantes. Et moi, je suis le premier à penser qu'à notre époque, mais bien sûr, je suis le premier à le penser. Je suis sûr qu'à notre époque, on s'occupe beaucoup plus de l'écume et de la mousse que du fond des choses. Et quand tous les deux, vous vous rejoignez quand même sur l'importance de la philosophie, de la vie intérieure, vous avez eu par le passé quand même des interrogations communes, voilà. Des inquiétudes communes. Est-ce que vous ne vous rejoignez pas beaucoup là-dessus, finalement? Parce que c'est quand même... Quand il a fait son truc sur Gurdjieff, c'est en pensant à toi, il l'a dit quand même. Il pensait que tu le verrais. C'est ce qui me touche chez Michel. Il y a très longtemps, il était venu m'interroger à la maison sur Marc Aurèle. Tu te souviens? Bon, et sur le stoïcisme. Ce qui me touche chez lui, c'est indépendamment de l'image qu'il a donnée à travers droit de réponse, que je trouve indétestable, comme il trouve répréhensible Figaro. Tu dis qu'on l'aimait par répulsion. Voilà. Mais indépendamment de ça, il y a un homme qui s'interroge sur des questions profondes, en effet, qui sont essentielles, sur la vie, la mort, Dieu, pas Dieu. Enfin, voilà. Les questions qui finalement nous touchent tous, dont personne ne nous parle. Voilà, oui. Dont les médias ne parlent jamais. J'aime bien ça chez vous. Dont les médias ne parlent jamais. Ça les fait même sourire qu'on en parle. Mais moi, je suis ravi que vous en parliez. Sauf moi, parce que j'en prends la liberté de temps en temps dans le Figaro Magazine. Et je pense que les hommes sont toujours plus profonds qu'on ne les imagine, plus intéressants que les médias ne les définissent, et qu'il fallait que ça soit dit, que ça soit manifeste dans un journal qui paraît fermé. Et qui n'est pas si fermé que ça. Et qui est dirigé par quelqu'un d'ouvert. Oui, non, c'est pas si fermé que ça. Alors finalement, ce qui vous sépare, par contre, et là j'en suis persuadé, c'est quand Michel Pollack te dit, moi j'ai toujours pris des risques, c'est vrai, lui c'est l'éternel viré, je veux dire, il se fait virer de partout, parce qu'à chaque fois il ouvre sa gueule, ça c'est génial. Bon. Et toi finalement il te dit, t'es une institution, d'ailleurs t'es à l'Institut. C'est un peu vrai ça quand même. Oui, c'est un peu vrai. Je crois que j'ai eu besoin d'un certain nombre de reconnaissances. Parce que j'ai eu une vie difficile. Mais en même temps, j'ai pris, je crois, un certain nombre de risques, parce que j'ai pris le risque de me déconsidérer comme écrivain et comme artiste, en prenant les positions que j'ai prises, car il n'était pas bon de les prendre. Et j'ai mis très très longtemps à être accepté comme intellectuel ou comme écrivain, simplement parce que je n'avais pas les positions conformistes du temps dominant. Alors, dernière question. Louis Pauwels, que penses-tu de la 5? Michel Pollack, pourquoi la 6? Alors Louis, la 5. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je ne regarde peu la télévision. Et je ne regarde que les films de la télévision. Donc je n'ai pas de sentiment sur la 5 ni sur une autre chaîne. Tu regardes pas plus la 5 que les autres? Non. Et toi, pourquoi la 6? Parce que c'était la chaîne la plus modeste et que je ne veux pas être toujours comme ça quelqu'un qui montre une image un petit peu spectaculaire de moi-même. C'est une chaîne qui représente l'image que je voudrais donner maintenant, c'est-à-dire de confidence, de discrétion. Et une chaîne que je regarde peu, parce que je regarde peu la télé depuis que j'ai arrêté. Je la regardais uniquement pour des raisons professionnelles. J'aime mieux lire. Mais où j'ai vu des entretiens avec Henri Guillemin que j'ai trouvé tout à fait superbe. Et ça m'a donné envie d'aller sur une chaîne qui recevait Henri Guillemin, qui est un historien avec qui je me sens des affinités, évidemment. Bon, alors, comme je vous trouve quand même vachement d'accord, parce que vous êtes un peu dans la soft idéologie, là, que vous êtes assez d'accord. Finalement, le fait que vous vous rencontriez, c'est un peu de la... effectivement le danger. C'est de la soft idéologie. Non, disons que c'est un pont. C'est un pont. Voilà, on a fait comme si c'était une équipe de la télévision sud-africaine qui allait voir des personnalités en France pour leur parler du racisme en France. C'est quand même assez gonflé de la part d'une équipe de télé sud-africaine. Et quand les mecs disaient des choses un peu trop méchantes pour l'Afrique du Sud, on leur disait « Non mais attendez, ça passera pas en Afrique du Sud, il faudrait dire quelque chose de plus gentil parce que ça va être censuré là-bas. » Et on a vu qui était prêt à dire des choses plus gentilles sur l'Afrique du Sud. Alors, si vous engueulez pas sur l'Afrique du Sud, je m'appelle plus Ardisson. Allons-y. Est-ce qu'on peut imaginer un président noir
dans le futur en France? Oh, le problème ne se pose pas dans les termes où il se pose aux États-Unis. Mais un président noir, je vous signalerai par exemple que le président du Sénat, jusqu'à M. Poher, était un Antillais, qui était M. Monnerville, et qui était très coloré. Comment vous aimeriez bien que les relations entre l'Afrique du Sud et la France, pas seulement au niveau gouvernemental, mais au niveau du peuple, comment ça peut évoluer? Que nous souhaitions qu'un homme comme Mandela puisse être libéré. Et que le plus tôt sera le mieux. Can you cut that a minute? If you could, je voulais dire, bon, parlons de Mandela parce que c'est difficile avec l'état d'urgence en Afrique du Sud à ce moment. Normalement, on n'a pas le droit de citer Mandela. Non mais, ce que je voulais, est-ce que vous pouvez donner votre opinion sur la situation en Afrique du Sud, de comment les choses, comment vous voyez la situation comme ça et comment vous voyez les changements qui se sont intervenus ce dernier temps là-bas? Oh, ça peut évoluer par la multiplication des échanges, des voyages, des rencontres. Vous faites une publicité avec un homme noir, plus d'ailleurs avec un homme noir qu'avec un homme jaune, et vous avez des réactions. J'ai fait une publicité pour la CX Citroën avec Grace Jones, qui est une star, qui est une femme, enfin qui est une sorte de mutant, qui a même plus de sexe, qui a même plus de race, qui a même plus de couleur. Et on a reçu des quantités de lettres de protestation. Et vous faites une publicité avec un arabe en France, les gens vont demander qu'on l'enlève. Il y a certaines images qui sont tabous et que l'on ne peut pas utiliser. Si dans une affiche, vous montrez un arabe qui embrasse une blanche sur la bouche, vous êtes lapidé sur la place publique. Oui, oui. Voilà. Mais si vous montrez un blanc qui embrasse une arabe sur la bouche, personne ne vous dit rien. On a quand même encore beaucoup de progrès à faire. Si vous aviez la chance, si vous étiez en Afrique du Sud, qu'est-ce que vous ferez comme campagne de publicité pour évoluer les mentalités là-bas? Moi, je reprendrai le plus beau slogan de tous les temps, de l'inventeur de la publicité, Jésus-Christ. Aimons-nous les uns les autres. Comme présentateur de la télévision, si vous couvrez un fait divers, par exemple, et que le crime est commis par un arabe ou un noir, est-ce que vous le dites? Est-ce que vous évitez de le dire? Ça dépend. Vraiment, moi, j'ai plusieurs exemples des 2 derniers mois où je l'ai dit quand ça s'imposait. Quand ça s'imposait pas, je ne l'ai pas dit. Je crois qu'il n'y a pas j'ai pas de religion. On a l'impression ici que, quand même, que c'est une société aussi violente que la nôtre en termes de racisme. Il y a beaucoup de crimes raciaux, etc. Comment est-ce que ça c'est quelque chose qui s'est produit dernièrement? Non, il y a pas. Très franchement, je suis désolé de vous contredire sur ce point. Il y a beaucoup moins de violence chez nous. En tout cas, beaucoup moins de violence organisée, beaucoup moins de violence d'État, beaucoup moins de violence institutionnelle. Il n'y a pas de manifestation. Attendez un instant, parce que ça va être un peu difficile à passer ça avec ton chef là-bas. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que les crimes raciaux, individuels, je ne parle pas de l'État, mais je parle des crimes raciaux individuels qui se passent à Marseille ou quelque chose comme ça. Écoutez, je ne connais pas vos statistiques à vous. La nôtre me paraît tout à fait dans la norme. Le média, est-ce que c'est aussi contrôlé ici comme c'était avant? Écoutez, ça doit l'être moins que chez vous, si j'en juge par votre réaction tout à l'heure. Mais il s'en sort bien. Hein? Il s'en sort bien, tu trouves, hein? Ouais, ouais. Moi, je trouve qu'il a pas mal répondu. Je sais que j'ai été interviewé par la télévision coréenne et je leur ai Tu savais que c'était pas la télévision coréenne? Non, c'était vraiment les Sud-Coréens et je leur ai dit que ce que j'allais dire pouvait être dit dans un pays démocratique et que peut-être chez eux, dans une dictature, ça ne passerait pas. Alors je ne sais pas ce qui est passé, c'est toujours le problème dans ces cas-là. Non, ils s'en sont bien sortis, mais c'est toujours le problème. Quand je parle avec Louis Poel dans son journal, j'emploierai
des phrases que je n'emploierais pas si, par exemple, il vient dans mon émission ou dans la tienne. Donc, c'est vrai qu'il faut adapter son langage à celui qui est en face de vous. Est-ce qu'il faut l'adapter? À condition de ne pas se trahir, de ne pas trahir sa propre pensée. Moi, je trouve que là, ils ont été assez fidèles à eux-mêmes, ils ont été diplomates, mais la diplomatie n'est pas un vice. Très bien, Louis. Mais moi, j'aime pas les pièges. Ah. J'aime pas les pièges, je ne trouve pas que ça constitue de l'information du tout. D'autant que ce garçon donne une image totalement fausse en même temps de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il y a des journaux d'opposition, il y a des journaux d'opposition, on peut s'exprimer. Il présente une fausse Afrique du Sud. Alors, avec un faux pays, un faux intervieweur, il obtient des fausses réponses, très évidemment. Oui, on peut s'exprimer, les Blancs peuvent s'exprimer, les Noirs, c'est pas évident. Et puis, je pense sur l'Afrique du Sud, d'ailleurs, que le problème est beaucoup plus complexe qu'on ne le présente, qu'il y a des solutions modérées qui seraient très utiles à l'Afrique du Sud, et qu'il faut beaucoup se méfier de la propagande anti-Afrique du Sud telle qu'elle est présentée médiatiquement en France. C'est ce que tu aurais répondu, toi? Oui, sans aucun doute. Et toi? Non, là, je ne suivrai sûrement pas Louis Poel, je pense. Très bien. Ben voilà, vous n'êtes pas d'accord. Je vous remercie tous les deux. Alors là, pas du tout. Voilà, c'est pour ce que on ne sait pas. Merci à tous les deux. On a chanté les Parisiennes, leurs petits et leurs chapeaux. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On oublie tout sous le soleil de Mexico. On devient fou au son des rythmes tropicaux. Mexico, Mexico, Mexico. Alors ça c'est l'espagnolade bidon. Ouais. Hein? Ça c'est mieux avec la musique. C'est mieux avec la musique. Ah ouais. Hein? Parce qu'en plus, ils chantent beaucoup mieux que nous. Quoi. Alors moi je t'adore parce que tous les mardis soirs au Distrito, tu me rends fou. Et moi je t'aime bien parce que tu deviens vite fou. Ah ouais. Un peu de philo, 3 ricards et je deviens complètement cinglé. C'est bien qu'on retrouve les véritables valeurs de la véritable fête. Parce que c'est dur, on avait un peu perdu l'habitude de faire la fête simplement et de la faire à fond. Alors je pense que le mouvement espagnol, nous on le ressent comme ça. Je veux dire, on ressent à travers les Gypsy Kings avec qui on vit depuis des années, mais c'était pas évident de les faire venir jusqu'ici. Ouais, ils ont ouvert une petite porte. Alors c'est Christian et Françoise Lacroix qui nous ont présenté Philippe Corti, parce qu'ils l'ont connu à l'Escatolan en Camargue. À l'Escatolan en Camargue. À Port-Camargue. Port-Camargue, oui, exactement. Mais il m'avait connu à la Feria d'abord. Ouais. À la Feria, ça ressemble beaucoup plus au Distrito que l'Escatolan. Parce qu'il y a le soleil, c'est en plein air, et puis on s'arrange bien comme il faut. Enfin, le corticulte est en marche. Alors toi, t'es habillé en quoi là? Moi, c'est Sybilla, c'est une jeune couturière madrilène. Ouais. Qui monte en ce moment. Qui monte. C'est joli toi aussi. Ellie, is there a flamenco influence? Il y a une influence flamenco en Angleterre. In Paris, because everybody here. Ici, tout le monde est complètement dingue avec ce truc. Spanish mood and Spanish rhythms. I don't think it's very strong in London, but I think non, à Londres, c'est pas très fort. The passion in the Spanish and flamenco thing is always right. I mean, no matter what the season. So you are backwards. Alors vous êtes un peu arriéré en Angleterre. You didn't discover flamenco yet. No, I'm afraid not. Je pense pas, non. C'est l'argent du Sud, mon pote. On est content, nous, hein. C'est fini le rock'n'roll. Ah ouais. C'est le gitan andalou. En fait, c'est tout à fait rock le flamenco. Ouais. Parce que le rock, Elvis Presley, il se faisait jamais chier sur scène. Ouais. Ce qu'il aimait, c'était faire la fête et puis chanter jusqu'à en crever, quoi. Ouais. Le flamenco, c'est ça. Alors en avant, anda, anda, anda. Final de fiesta. Las Palmas.
Pour parler du Goncourt qui sera décerné dans 3 jours, c'est bien ça, François Nourricier? Lundi. Alors avec nous aujourd'hui Jean Carrière, bonsoir. Bonsoir. François Nourricier, bonsoir. Eric Neuf. Bonsoir. Alors Jean Carrière, vous avez eu le Goncourt en 72, vous en avez vendu combien? 1 700 000, non? Paris. 14 langues. Paris aussi. Alors au hit parade des Goncourt, je crois que vous êtes 2e derrière Malraux, La condition humaine, et juste avant Proust, Les jeunes filles en fleurs. Ça c'est un peu embêtant pour moi. Pourquoi c'est embêtant? Rendez-vous compte un peu. Vous êtes entre Malraux et Proust, c'est bien. Le Mont Blanc, le Tibet, l'Himalaya et moi les Cévennes. Alors François Nourricier, vous ne pouvez pas l'avoir, vous, le Goncourt. C'est dommage parce que votre livre En avant Calme droit, formidable, il le mériterait. Vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous êtes secrétaire général du prix. Mais j'ai remarqué que je publie des livres qui auraient le Goncourt depuis que je le donne. Les gens vous le disent, les gens vous le disent, vous pensez que je vous dis ça pour vous oui. flatter? Vous croyez que je vous dis ça pour l'avoir un jour? On ne sait pas. Au travail. Et Eric Neuf, qui lui, de toute façon, n'a aucune chance de l'avoir au moins cette année, puisqu'il publie un essai chez Albin Michel qui s'appelle Lettre ouverte à François Truffaut. Oui, mais je prépare l'avenir quand même. Tu prépares comme toi. Non, moi je voulais demander à Jean Carrière, c'est quand même curieux de, comme entreprise, 15 ans après un Goncourt faramineux, de publier un livre qui s'appelle Le prix d'un Goncourt chez Fauvert-Lafont pour se plaindre de cette récompense. Oui, Pivot avait un peu raison, on dit, quand il a dit que le titre était un peu restrictif. Le livre couvre peut-être une période plus longue, c'est-à-dire presque une partie de mon enfance et jusqu'à aujourd'hui. Et j'avais peur en écrivant ce livre de tomber sous le coup de la fameuse, de la petite phrase cinglante de Nietzsche qui disait que celui qui se dénigre s'admire comme contempteur. Mais en fait, j'avais peur, mais j'ai essayé d'éviter ça, parce qu'en effet, on peut tirer parti de ses faiblesses en les exposant. Mais François Nourricier, tout à l'heure, me disait une phrase très juste, un mot très juste. Il me disait « Vous êtes dégagé, comme le nez des enfants qui sont enrhumés quand on... » Vous êtes bien dégagé. Voilà, c'est ça. Je me suis dégagé, je crois que j'en avais besoin, parce que c'est vrai que le Goncourt a eu sur ma vie des effets plutôt à la fois fastes et néfastes. Ça dit, ça tombe bien, puisque l'année où vous l'avez eu, François Nourricier n'était pas encore au jury, donc vous ne pouvez pas lui en vouloir. Je ne suis pas un des co-responsables. Quand on voit la bande rouge sur le livre, on peut penser effectivement qu'il y a des gens qui vont l'acheter en croyant que c'est le Goncourt. Les lecteurs ne sont pas c'est pas... si sourds. Ah bon, vous ne l'avez pas fait exprès pour en revendre encore 1 De toute façon, je ne suis pas responsable de la d'accord. Cela dit, vous exagérez un peu, parce qu'en ce moment, il y a ce week-end 200 écrivains qui piaffent pour avoir le Goncourt. Vous l'avez eu, et vous êtes en train d'expliquer qu'il n'y a rien de pire dans la vie d'un écrivain que d'avoir... Non, je dis qu'il n'y a rien de pire que de ne pas l'avoir et il n'y a rien de pire que de l'avoir, dans certaines conditions. Parce que je sortais j'étais personne, je n'étais personne, je sortais d'un trou, comme je l'ai dit.
Et si j'avais, si vous voulez, préparé une carrière plus lente, plus mesurée, je crois que par exemple, l'Épervier avait tiré à 100 000 avant le concours, mon éditeur me disait qu'il ferait 200 000. J'aurais été beaucoup moins ennuyé avec un tirage à 200 000 exemplaires, sans concours, qu'avec un concours qui a tiré comme ça. Vous êtes riche quand même, 1 700 000 Ah exemplaires. bah, écoutez, alors là, je vais vous dire, l'État... Ah, et ensuite, attendez, non, je ne me plains pas, mais je veux dire autre chose. C'est que moi, j'ai subi le choc pétrolier. Bon, ça veut dire que j'ai donné mon argent à la banque, comme je ne sais pas du tout me servir de l'argent, et que je m'en fiche, c'est bon, je ne suis pas habitué à ça. Mon banquier n'a pas cru devoir acheter des lingots. Comme je le dis, j'aurais pu acheter 200 lingots à cette époque. Bon, là, je serais très riche. Bon. Mais il a acheté des actions et en 1974, il y a eu 40% de dégringolade. Et là, je ne vais pas me plaindre. Et parlons un peu de littérature. Parlons un peu de littérature, tout de même, oui. Mais François Nourricier, vous allez décerner ce prix lundi, enfin j'espère, mais il paraît que ce ne sera pas facile. Et si en plus vous vous dites que le lauréat va vous casser du sucre sur le dos dans 10 ou 15 ans... Voilà, peut-être que dans 15 ans je serai mort, alors je ne le verrai pas. Non, mais j'écoute attentivement Jean Carrière, j'ai lu attentivement son livre, et j'en ai tiré la conclusion qui s'impose, c'est qu'il vaut mieux être inconnu, pauvre, vieux et laid que célèbre, riche, beau et jeune. Une fois qu'on le sait, ça donne toute une autre morale. Ça va devenir très simple de décerner le concours. Donc c'est mieux de le donner que de l'avoir. Non, bien sûr, c'est mieux que de l'avoir. Moi, je me rappelle, en 68, j'avais publié Le Maître de Maison, et le jour du concours, il y avait devant la maison les voitures, il y avait la bleue de l'ORTF, il y avait la rouge, il y avait la jaune, il y avait la bleue et blanche. Toutes les voitures des radios étaient là, sous la porte, et attendaient. Alors je voyais par la fenêtre les voitures, je me disais bon. Et puis vers 1h01, on a entendu brom, brom, tous les moteurs se sont mis à tourner, puis hop, toutes les voitures sont parties comme au cinéma, comme ça. Bon, j'en ai pas fait un tel drame. Je veux dire, j'ai fait moins de drame de l'avoir raté par 5 voix contre 5 que vous de l'avoir eu. Mais non, il faut prendre tout ça avec un peu de distance. Chez vous aussi, François Nourricier, il y a un paradoxe, comme chez Jean Carrière, qui n'est pas le même, puisque quand même, vous avez un peu de tout dans la vie littéraire en tout cas. Et le héros de votre livre est quelqu'un qui a pour unique et constante passion les chevaux, et dont on se demandera jusqu'au mot fin s'il a réussi complètement sa vie ou s'il est passé à côté de tout. Donc peut-être que les vies ratées font de plus beaux romans que les vies réussies en général. Et je crois qu'on fait des romans avec des vies possibles. Le problème n'est pas de savoir si elles sont ratées ou réussies, mais qu'est-ce que ça aurait donné? Alors il m'est arrivé de faire un roman sur la question « Si j'avais été un peintre, qu'est-ce qui se serait passé ?» Ça, au fond, c'est un roman sur « Si j'avais été écuyer ». Parce qu'à 20 ans, j'y ai pensé. Poussez le paradoxe encore plus loin. Si vous l'aviez publié sous un pseudonyme, vous pensez que les gens auraient deviné Nourricier derrière ce livre? Derrière celui-ci, non, je ne pense pas. Donc ça prouve que c'est un vrai roman. Ça prouve que c'est un vrai roman et que peut-être il y avait un joli coup à jouer. Voilà. Et que je n'y ai pas pensé. Il aurait fallu la jouer fine, comme on dit au billard, mais c'était peut-être possible. Là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a le style Nourricier, et puis ça, Vous faites trop de crédit aux lecteurs professionnels. Alors justement, vous êtes en train de lire plein de romans là. Dans 3 jours, vous discernez le concours, c'est Pronostic. Pronostic, ce serait indécent d'en faire 3 jours avant. Vous n'êtes pas obligé d'en donner un. Les pronostics au tiercé, on peut en donner 5 ou 6. On peut dire sans amertume et sans méchanceté que ce n'est pas une année très faste. C'est vrai. Et qu'il va se passer probablement ce qui arrive les mauvaises années dans un prix comme le prix Goncourt, c'est que chacun arrive avec un livre préféré. Très souvent, il sent qu'il n'a pas de chance de faire triompher son point de vue. Alors très vite dans la discussion, il se rabat sur un second choix. Et puis peut-être ensuite dans la discussion sur un 3e choix. De sorte que finalement, les prix sont souvent des compromis entre les 3e choix de tout le monde et pas du tout un mouvement collectif d'enthousiasme. Ça va faire plaisir au mec qui l'aura lundi. Alors dans la série, les Argentins sont formidables. Après Alfredo Arias, qu'on a reçu dans la première émission, et qui a donné son nom au Salon Arias, où nous recevons nos invités de marque,
Ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Roberto Platé, qui est le décorateur d'Alfredo Arias depuis le début, non? Oui, à Paris, de 69, c'était Vaperon. Ouais. Copie. Au théâtre de l'Épée de Bois. C'est ça. Ouais. Et de 25 créations qu'il a fait le groupe C, je n'ai participé à 18. C'est toi qui as fait la maison qui s'ouvrait pour Comédie Policière? C'est ça, oui, à Chaillot. C'est magnifique, à Chaillot, c'était extraordinaire. Alors, tu travailles aussi avec Marguerite Duras? Il est arrivé de travailler 2 fois, Sabanabé. Ouais. Et la musique. Et la musique. Et la musique. C'est bien. Alors, il y a un truc, c'est qu'en fait, tout le monde te connaît parce que tu es effectivement le décorateur d'Arias et de Duras, mais c'est alimentaire parce que ta vraie envie, c'est d'être peintre. Oui, c'est pas un avis, c'est une passion. C'est ton envie, c'est ta passion. Toujours, simplement que la dernière fois que j'ai exposé mes toiles à Paris, c'est au Centre culturel de Marais et ça fait 9 ans. Alors j'ai eu un bon moment de silence où je travaillais. Ouais. Et maintenant je montre 75 tableaux au rond-point des Champs-Élysées. C'est bien, c'est à côté de chez moi, je vais y aller. Et aussi dans la galerie d'Anna-Marie Desassi au quai de l'Hôtel de Ville. Alors, Franck Maubert a réalisé un sujet que je trouve formidable parce que c'est du Platé plein cadre, ce qui fait que si les téléspectateurs mettent leur téléviseur près du mur, ils auront l'impression d'avoir chez eux un tableau de toi. Alors on va le regarder, c'est une très bonne idée, Franck. Merci. Commentaire Marguerite Duras. L'homme parle. Il dit que ces toiles ne sont pas toutes de la même grandeur. On pourrait le croire, mais non. Elles sont de formats différents. Cette différence, chaque fois différente, pose un mystérieux problème à cet homme. Quelquefois, on peut mélanger les grandes toiles et les petites toiles. Cette fois-ci, ce n'est pas possible. Il ne sait pas pourquoi, mais il sait qu'il doit en tenir compte. Cet homme parle beaucoup de la distance qui sépare les toiles. Il dit qu'il faudrait presque rien, quelquefois. Et peut-être parfois rien. Qu'elles soient collées l'une l'autre, oui, quelquefois. Il ne sait pas, au fond. Il est dans le même état que nous, devant cette peinture qu'il a faite, débordée. On peut dire aussi ces choses-là, qu'il y a aussi des bestiaux sans identité, des poches de boursouflure, de la douceur d'une très ancienne peinture qui, elle, les aurait identifiés. Des signes. Il y a des signes, là, devant nous. Ils ont l'air d'être des choses. Et aussi des troncs d'arbres qui partent, quittent. Les tronçons de serpents de mer, dans des humidités de source, de mousse. Les ruissellements, des surgissements. Là. Des rapprochements possibles entre l'idée, la chose, la permanence de la chose et son inanité. La matière de l'idée, de la couleur, de la lumière, et Dieu sait quoi encore. On peut toujours dire que vers le haut, quand on remonte vers les forces dans le ciel, peut-être y aurait-il un visage d'un enfant qui dort. Lee Bovary, you said when we were with the minister. Ouais, Lee Bovary t'a dit quand on était avec le ministre des PET tout à l'heure que t'étais un performeur. Alors c'est comme ça que ça s'habille un performeur.
Enfin, de toute façon, c'est pas le problème. Partout où je vais, ça devient une performance. Même quand je fais du shopping. Moi, je dois dire que j'ai jamais vu quelqu'un habillé comme ça. No, I'm very happy to have you in my program because I never saw someone dressed like this. C'est mon ambition. It's new. You can be C'est sure. vraiment sûr que c'est bien, c'est nouveau, tu peux en être sûr. And what have you got there? Mais qu'est-ce que t'as là? Ben, c'est un ami qui m'a donné une adresse, un numéro de téléphone. A telephone number. Herlé de Paul. Ah ouais, d'accord. So, tell me about your club that was very, it was a hit. Parle-moi de ton club qui a tellement bien marché, le Tabou, l'année dernière. And people said there was a lot of ecstasy in there, no? Les gens disaient qu'il y a pas mal d'ecstasy quand même. C'était bien parce que de toute façon les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils criaient, ils se déshabillaient, ils se défonçaient. Et chaque fois j'étais d'accord. De temps en temps c'était vraiment cinglé. And you know, people like Boy George and Jean-Paul Gaultier. Enfin, les gens comme Boy George, comme Jean-Paul Gaultier t'ont quand même piqué pas mal d'idées. Ça te fait pas chier d'être pauvre alors qu'eux ils sont quand même plus friqués que toi? Moi, je suis très flatté parce que j'adore Boy George, j'adore Jean-Paul Gaultier. De toute façon, quand on est imité, c'est la meilleure façon d'être flatté. T'es pas un Pee Wee Herman anglais? I don't think so. You don't think so? You think you're better than Pee Wee Herman? I think I'm different to Pee Wee. Je pense que je suis différent. Pee Wee a beaucoup plus de références avec le passé. Ouais, je mets mes lunettes parce que vraiment, t'es très brillant. No, really, really. Your name is Leigh Bovary. That's right. Ton nom, c'est Leigh Bovary. We want to call you Madame Bovary. Nous, on préfère t'appeler Madame Bovary. Fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. Okay, thank you. Tell me about your friend Troyan. Parle-moi de ton ami Trojan. Yes, he was an artist and he cut this part of his ear. C'est vrai qu'il a essayé de se couper le lobe de l'oreille. En fait, il voulait se couper l'oreille complètement. Mais il avait des mauvais ciseaux, alors il a eu vachement de mal à se couper l'oreille. Il a juste pu se couper le lobe, quoi. T'es pas le dernier punk sur Terre. Je pense effectivement que je représente l'esprit du punk. Je suis très punk en fait, ouais, c'est vrai. You hate yuppies. Tu détestes les yuppies. Yuppies. Les yuppies. Je sais pas, je pense que mon prochain look, ça sera peut-être le look yuppies. Thank you, Lee. Thank you. Thank you. Franck, il faut réveiller le chouchou maintenant, mais réveille-toi, c'est l'heure du chouchou de la semaine. C'est le chouchou de la semaine. Réveillez-vous. Oh, c'est quoi le chouchou de la semaine? On y est déjà? Mais on y est, le chouchou de la semaine. Non, c'est vrai? Oui, on y est. Pardon. Alors, le dernier empereur, oui. C'est la musique du film de Bertolucci que tout le monde attend. Vous connaissez, Thierry? Je connais Bertolucci, oui, oui. Depuis Passe-moi le beurre et coupe-toi les ongles. Absolument, et coupe-toi l'oreille, comme disait. Mais voilà, alors maintenant tout le monde attend le film. C'est la musique du film qui est par Ryuichi Sakamoto et David Byrne, que tout le monde connaît aussi, les Talking Heads. C'est le genre de musique que je mets quand je veux prendre mon bain, quand je veux aux toilettes. Tu peux y aller là, si tu veux. De qualité, bien sûr. Tu peux y aller, oui. Bon. David Sylvian, à ne pas confondre avec David Bowie. Moi, je préfère à David Bowie d'ailleurs. La voix est belle, c'est très très beau. Et encore une fois, il y a aussi encore Ryuichi Sakamoto. Encore. Que d'autres s'appellent Suchi Yamamoto. Voilà. Il y a un dernier, parce qu'il faut en parler, parce que c'est un retour. Depuis que c'était passé à Paris. C'est la caméra explore le temps, là, ouais. Depuis que, oui, voilà. Depuis que c'était passé à Paris, il s'était divorcé. Maintenant, il revient en groupe, en force. C'est Earth, Wind and Fire, c'est le nouvel album. Ouais. C'est très bien fait, etc. Dans les trois chouchous qu'il y a là, c'est lequel le super chouchou? Parce que chaque semaine, tu nous fais le coup. Pour moi, c'est David Sylvian. C'est David Sylvian. Non, Earth, Wind and Fire, ça avait été emporté par les vents, ça revient avec le feu, mais bon, c'est quand même la planète des singes. C'est la planète des singes. And now, we will see our clip. Oh merde, you know the cars? Oh yes. You like them? Yes. Tu aimes les cars, toi? Oui. Tu aimes les cars? J'adore les cars. You like the cars? No, no. Now we will see the cars. C'est du vrai, là? Oui, You have a girl. And now you're grown up, right?
a ras le cul des roast beef. Virez-moi ce clip de merde et viva le flamenco. Nino Cerruti, bonsoir. Alors, toujours entouré de très jolies femmes qui sont les mannequins habillés avec ta collection été 88. Est-ce que tu peux nous dire dans quel esprit tu as dessiné cette collection? Je suis resté un peu sur l'idée qu'il faut quand même décliner la femme moderne et on ne peut pas la faire sauter à travers beaucoup d'extravagance. Je ne suis pas partisan de ça. Je pense que la femme moderne a assez de personnalité pour aimer de s'habiller avant tout pour soi-même et après pour les autres et pas pour jouer un rôle un peu trop personnage de spectacle. Alors, finalement, Nino, c'est un diminutif un petit peu, ça veut dire petit, puis il y a la maman de Nino qui est habillée là, qui de temps en temps n'est pas très gentille avec toi, qui t'engueule quand tu fais des choses qui ne sont pas bien. Et tu es à la tête d'un groupe énorme. Tu es dans combien de pays aujourd'hui? Ben, je suis dans tous les pays où on peut être en tant que livre-commerce. Ouais. J'ajoute que Nino, c'est aussi tout ce qu'on affiche sur beaucoup de restaurants italiens, les salles de coiffure, mais ça n'a rien à voir. Le mien vient de la diminution de Antoine, ça fait Antonine. Ça fait partie du côté un peu comme ça, c'est toujours se donner un peu une allure gentille. Il y a combien de licences au total? J'en ai un peu plus qu'une cinquantaine. C'est énorme. Ben, pas énorme, disons que c'est assez grand et j'espère que ça devient plus grand. Et est-ce que tu ne regrettes pas un peu l'époque où finalement tu étais un peu comme ça, Dolce Vita, Playboy, où tu avais encore plus de jolies femmes autour de toi, où tu passais beaucoup plus de temps dans les boîtes de nuit? Non, peut-être j'en avais moins comme nombre, mais elles étaient plus proches peut-être, éventuellement. Mais évidemment, on regrette toujours un peu certaines choses confortables, mais je crois que la vie est faite toujours d'une succession de paris dans lesquels on laisse toujours un peu une plage confortable pour s'aventurer. L'aventure est fascinante, on trouve de nouvelles dimensions. Après, on regrette un peu, on imagine le moment confortable où tout était beaucoup plus doux et facile. Mais finalement, tout cela, ça fait partie du charme de cette merveilleuse aventure qu'est la vie, il faut le vivre. Alors, tu lances un parfum pour femmes, qui s'appelle Nino Cerruti pour femmes, tout simplement, un parfum pour l'âme. Quelle est l'implication de quelqu'un comme toi dans un tel parfum? Est-ce que c'est un jour des gens qui disent, voilà, le parfum qu'on a inventé pour vous, puis vous mettez votre nom dessus? Ou est-ce que tu interviens dans la fabrication et dans l'image du parfum? Quelle est l'implication de quelqu'un? Écoute, je crois que j'ai suivi la procédure habituelle. Je suis très casse-pied dans mon travail, parce que tout ce qui porte mon nom, j'aime bien de le voir à fond et le vivre à fond. C'est d'ailleurs ce qui me fascine de ce métier, c'est que dans n'importe ce qu'on fait, il faut exprimer quand même une idée, une image, une certaine idéal qu'on a. Et c'est évident qu'avec un parfum femme, tout cela, ça a été un peu le maximum de tout cela. Je considère presque que cette parfum femme qui porte mon nom maintenant, c'est une des meilleures choses que j'ai faites parce qu'on y retrouve tellement dedans, soit du point de vue de l'aspect extérieur, des lignes, du flaconnage, que du jus lui-même. Tout ce qui me fascine et m'intéresse d'une femme et qui a été toujours un peu le moteur qui m'a amené dans cette vie et à vivre dans ce monde de la mode. Alors tu habilles non seulement les femmes qui vont s'habiller dans tes boutiques, mais tu habilles aussi des stars. Quelles sont les stars que tu habilles, Nino? En particulier, il y en a une que depuis 3 ans, vraiment, je vis un peu avec elle en tant que de sa façon de s'habiller, que c'est Kathleen Turner. Mais j'adore les Italiens quand ils parlent anglais. Kathleen Turner. Et quelles sont les stars du passé, enfin des stars qui sont décédées aujourd'hui, d'Hollywood ou de la grande époque que tu aurais aimé habiller? J'en ai habillé un certain nombre. Je peux dire que, pour exemple, j'ai fait les derniers pantalons sur mesure pour Coco Chanel, par exemple. On peut la considérer une star. C'est une énorme star, bien sûr. J'avais vu Marlène Dietrich à la boutique. À une époque, elle était venue acheter des chapeaux. J'avais fait tous les chapeaux de Orson Welles, pour exemple. Mais écoute, il y a quand même 2 héroïnes qui sont évidemment des personnages qui me sont très proches. C'est Catherine Hepburn et Lauren Bacall. Ça, c'est ton style de femme? Absolument. Ça, c'est ça? Ah oui, mais on le retrouve d'ailleurs dans nos collections. Alors, il y a un phénomène qui étonne tout le monde, dans le monde entier aujourd'hui, c'est les nouveaux condottieri. C'est-à-dire, il y a Berlusconi, il y a Benetton, il y a Benedetti, il y a toi. Moi, je suis ravi. On quand même un peu plus petit, finalement. Moi, je suis ravi parce que je suis d'origine italienne. Je suis ravi que les Italiens Comme je suis ravi que le flamenco soit en train de planter le rock'n'roll, je suis ravi que les Italiens, dans les affaires, soient en train de tailler des paupières aux anglo-saxons. Alors, finalement, tu attribues ça à quoi, cette renaissance, finalement, de l'Italie? Je crois que, en tout cas, je ne sais pas si chez les Italiennes c'est mieux qu'ailleurs, mais sûrement chez les Italiennes, il y a quand même une certaine fantaisie et un certain amour pour l'aventure
que ça les pousse un peu à essayer, à oser, à tenter et à prendre les choses avec peut-être un peu plus de décontraction. Et avant tout, une autre grande qualité, je crois, il se prend un peu moins au sérieux. Ouais. Et ça aide beaucoup à être très sérieux, je crois. Ils ont plus de recul, tu penses? Ah, sûrement, je crois que oui. Je crois que oui. En Italie, ça fait 20 siècles qu'on est habitué à avoir du recul devant la vie. Tu es content d'être là? Ah, sûrement. Tu viens au bain-douche de temps en temps? Non, franchement, non. Parce dans quelle boîte tu vas? Tu sors encore dans les boîtes? Je ne sors plus du tout dans les boîtes. Alors, j'avoue que je ne sors plus du tout dans les boîtes parce que c'était merveilleux le temps où je courais derrière des filles et tout. Maintenant, je trouve que rentrer dans une boîte pour boire un verre et regarder, c'est légèrement triste. Et pourquoi tu cours plus derrière les filles, Nino? Parce que quand même, il faut quand même... Mais tu es très séduisant. Oui, mais je préfère garder mes souvenirs. Ça non, que carino. Merci. Bon, Henri de Bodina, je t'ai connu, tu étais chez Actuel avec Bizot, tu essayais de réparer les finances d'Actuel. C'était dur, oui. Tu y es arrivé? À peu près, apparemment, ils n'ont pas encore coulé. Ah non, ils vont très bien. Après, tu étais chez Dupuis-Sacchi, enfin Dupuis qui est devenu Sacchi pendant que tu y étais d'ailleurs, et tu es devenu directeur général. Oui. Et puis maintenant, tu es président de CBS. France. Alors, à quel âge tu es devenu président de CBS France? 36 ans. C'est bien. Tu étais le plus jeune président d'une grosse société de musique en France. À l'époque, peut-être, mais je crois que Lévy avait été président un peu plus jeune que moi. Et alors, historiquement. Il y a un scoop qui a commencé hier matin, c'est ça, là, c'est maintenant, monsieur Bodina. Alors, c'est quoi? Bah maintenant... Oui, la première télé en parlait, hein. Ouais. Alors, vas-y. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours filiale, enfin, je parle de CBS France, d'une boîte américaine, qui s'appelle CBS Disc Inc., mais que les actionnaires de cette boîte, c'est plus monsieur Laurent Stich ou des banques américaines, c'est Sony. Sony, les Japonais ont racheté Columbia finalement. Le Columbia des années 30 et tout, le Columbia de la grande époque a été racheté par les Japonais. Tout à fait, exactement. A été racheté par Sony, enfin la société américaine a comme seul et unique actionnaire Sony. Et est-ce que tu trouves ça triste, toi? Ah non, moi je trouve ça formidable. Ça va te donner des moyens de faire plein de trucs. Moi j'aime beaucoup les Japonais, je trouve qu'ils ils raisonnent à très long terme. Or, dans la création, quand on signe des artistes, soit établis, soit même jeunes, on a intérêt à raisonner à long terme. Donc je pense que le fait de faire partie du groupe Sony maintenant, pour CBS, voudra dire plus de signatures, plus de risques à prendre en termes de signature de nouveaux artistes. Donc finalement, ça nous permettra de faire encore mieux notre métier que justement de signer les artistes. Est-ce qu'ils vont te garder, les Japonais? Ils rampent à mes pieds pour que je reste. Ils rampent à tes pieds pour que tu restes. Tu vas être obligé d'apprendre le japonais. Non, pas du tout. J'ai une secrétaire vietnamienne qui parle japonais un petit peu, ça suffira. Pour les petites filles de Tokyo. Ah, tout va bien, alors? Tout va très bien. Bon. Alors là, maintenant, on va voir les wannabes. Tu sais ce que c'est, un wannabe, Henri? Non, parce que je regarde pas régulièrement ton émission. Eh ben, tu as tort. Alors, un wannabe, c'est qu'avant, on disait un newcomer. Et puis tu sais que la CNCL veut qu'on emploie des mots français. Alors on appelle ça, nous, des wannabes à cause de la chanson des Beatles. I wanna be your lover baby, I wanna be your man. Alors on va voir maintenant les wannabes de la semaine. C'est des gens qui un jour peut-être, enfin je sais pas s'il y a des gens qui chantent là-dedans, mais un jour tu verras arriver chez toi, chez CBS, des gens qui ont été wannabes dans Bain de minuit. Pas du français, wannabe non plus? Non plus. C'est très mal. C'est emmerdant. J'ai 35 ans et je travaille sur palette graphique. J'ai un projet de film d'animation en 3 dimensions. Le sujet, c'est une fille qui est dans son HLM, qui s'ennuie et qui rêve d'aller se balader dans le cosmos. Alors tout est prêt sur le papier, le storyboard, Céleste existe parce qu'elle s'appelle Céleste, mais je suis à la recherche d'un financement pour réaliser ce film ou éventuellement d'une société qui me permettrait l'accès gratuitement à son matériel. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter au 48 39 18 29. Bonsoir, je vous présente Thierry Husson, 35 ans, architecte, voisin d'atelier dans une cité d'artistes dans le 14e. Et moi je vous présente Fabien Arietti, 30 ans, artiste peintre, et notre première création, le fauteuil Babylone, qui a obtenu le prix Jeune Créateur 87. Nous étudions actuellement la gamme Babylone et nous vous présentons ce nouveau modèle arbalète qui sort ces jours-ci. Vous pouvez les voir chez Via, Place Opportune, et nous donner votre avis au 45 80 51 16. Bonjour, Jimmy Gallier, 33 ans. Pour lutter contre le rock qui s'essouffle, nous avons conçu Rock in France, le guide national du rock en France, avec dans ses principales rubriques les groupes, les studios, les salles de concert, etc., etc. Vous pouvez trouver ce Rock in France chez vos disquaires, par correspondance au 102 avenue des Champs-Élysées, dans le 8e à Paris, et vous pouvez nous joindre au 45 45 94 66.
Bonsoir, je m'appelle Valérie Z, j'ai 23 ans et je suis peintre illustrateur. Bon, j'ai un petit problème, c'est que j'étais venue vous voir avec plein de tableaux et le réalisateur de cette émission me les a tous achetés, ce qui fait que j'en ai plus. Ah si, j'en ai un, voilà. Si vous voulez en voir plus, je suis à la recherche de lieux d'exposition, alors contactez-moi. Excusez-moi, une dépêche de dernière minute, alors je lis, invitation. Valérie Z expose du 20 novembre au 2 décembre au Centre culturel André Malraux à Orsay, dans l'Essonne. C'est super. Écoutez, il faut que je vous laisse, j'ai du travail. Alors, si vous êtes un auteur et vous cherchez des illustrateurs, contactez-moi. Je suis très intéressée. Valérie Z, 69 28 81 11. Merci. Madame Bovary, est-ce que tu aimes Do you like Patrick's music? J'ai toujours aimé la musique de Patrick, il est tellement fantastique. Je suis ravi qu'il revienne dans les charts. Ça n'a pas été tellement long. De toute façon, il a pas l'air beaucoup plus vieux. Il est exactement comme sur les pochettes. Et en plus, il parle. Alors, Patrick, moi, je vais te dire un truc. Je ne vais pas te demander ce qu'on t'a demandé dans les 50 émissions de télé que tu viens de faire. Qu'est-ce que tu as fait pendant 10 ans? Parce que finalement, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous chantes ton titre en ce moment, qui est vraiment bien. Et puis, tous les succès, effectivement, comme America, Où sont les femmes, Faut pas rêver. Et ça nous fait vraiment plaisir. L'amour avec les yeux, sauf que je vois pas très bien à travers les yeux. Voilà, très bien. Alors vas-y mon gars, Patrick Juvet. J'en ai traversé des nuits qui n'en finissaient pas. J'en ai tant pleuré des larmes qui ne s'arrêtaient pas. Tant connu d'amour qui n'était jamais de l'amour. Même dans mon piano, il n'y avait plus de mots. J'ai joué et j'ai perdu au fond de lit trop froid. Je ne voulais plus aimer, mon cœur ne pouvait pas. Toujours tout seul à porter des rêves inachevés. Dans un bruit d'enfer, le ciel s'est ouvert. On a fait l'amour rien qu'avec les yeux. On a fait l'amour rien qu'avec un sourire. On a fait l'amour rien qu'avec les yeux. Et des gens riaient, mais je n'entendais rien. Ses yeux lançaient des éclairs et moi j'étais si bien. Je me suis levé pour jouer sur un vieux piano bar. On ne s'est touché que par des regards. Et on a fait l'amour rien qu'avec les yeux. On a fait l'amour rien qu'avec un sourire. On a fait l'amour rien qu'avec les yeux.
les apparences ne font pas tout. Je dois peut-être te dire je t'aime, faut pas rêver. Même dans mon lit, rester sur scène, mais faut pas rêver. Je ne sais pas dire les mots doux. J'ai quelquefois envie de partir, droit devant moi sans te prévenir. Je ne veux pas de nos souvenirs. Je ne voyage que dans l'avenir. Mais tu m'attends, même sous la pluie, faut pas rêver. Pour quelques nuits, vouloir une vie, faut pas rêver. Tu ne comprends pas que l'on joue. L'éternité, comme dans les livres, faut pas rêver. On n'amarre pas un bateau ivre, faut pas rêver. Du côté du cœur, je suis flou. Les oiseaux meurent de lassitude, faut pas rêver. Et moi je perds de l'altitude, faut pas rêver. La fin est venue entre nous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.